Je m'appelle Louis-Joseph et je suis né à Paris le 1er juillet 1830, une année qui s'annonçait bien sombre. Le roi Charles X, par les ordonnances du 25 juillet, allait suspendre les libertés, dissoudre la Chambre, restreindre le droit de vote. Tout annonçait le retour de la censure, les émeutes, les barricades, la disparition des Bourbons. Face à ce chaos, devant l'incertitude et la fragile ascension de Louis-Philippe, mes parents décidèrent de quitter la France pour l'Angleterre, où ils ouvrirent une boutique d'antiquités. Le 11 mai 1853, 2 événements allaient changer le cours de ma vie. Ce matin-là, j'accompagnais mon père à Prince's Gate, près de Hyde Park, où nous devions livrer un somptueux guéridon à plateau de porphyre. La transaction avec le riche collectionneur américain fut rapide, presque sans un mot. Mon père décrochait une petite fortune. De retour à la maison, nous trouvâmes une lettre en provenance de Turquie. Un cousin éloigné nous apprenait qu'il avait laissé la boutique d'antiquités à son épouse, quitté sa fonction de directeur de la manufacture de Sèvres pour partir travailler en tant que décorateur à la demande du sultan Abdülmecid Ier. Il concluait sa lettre en m'invitant à le rejoindre. Mon père, issu de la petite noblesse, avait reçu une éducation à l'anglaise, et comme tout jeune homme de la bonne société, il eut la chance de connaître le grand tour. Un périple à travers l'Europe, une formation idéale, disait-il, pour un futur antiquaire. Et c'est avec quelques shillings en poche et l'aide financière de mon père que j'organisais mon voyage initiatique qui allait me conduire de Londres à Paris, de Paris à Bruges, de Bruges à Cologne, de Cologne à Vienne, de Vienne à Venise et de Venise à Constantinople. Paris, septembre 1853. C'est chez ma cousine, l'épouse de mon bienfaiteur que je me présentais, la figure fraîche et joufflue coiffée d'une casquette de loutre. Je n'eus pas le temps de me présenter et à peine passé la porte de la boutique, elle m'apostropha. « Voyez, monsieur, voyez, nous n'avons en bas que des choses assez ordinaires. Mais si vous voulez prendre la peine de monter au premier étage, je pourrais vous montrer de fort belles momies du Caire. Plusieurs poteries incrustées, des pièces sculptées, vraie Renaissance, récemment arrivées, qui sont de toute beauté. » C'est ainsi que je connus mes premières émotions d'objets égyptiens parmi ce Capharnaüm. Je quittais Paris pour Bruges. Si le tintement cristallin des cloches du beffroi emplissait le vide de la Grand Place, le cœur de la cité ne battait plus. La puissance commerciale née du Moyen-Âge n'était qu'un lointain souvenir. Un parent avait été prévenu de ma visite. Il portait le nom de frère Gilles. Il avait épousé les ordres et vivait en saint homme. Un soir, il sortit d'une petite armoire murale un livre enluminé d'une rare beauté peint au XIIIe siècle. Premier jour d'octobre, Cologne. La cité médiévale n'avait rien perdu de sa superbe malgré l'orage. L'impressionnante flèche de la cathédrale veillait comme invincible sur les somptueux trésors de la ville. Les générations successives des multiples corporations d'artistes avaient développé un style propre dans tous les arts et surtout pour la sculpture et la peinture gothique. Dans les salons de l'hôtel trônaient les ors du maître de Saint-Barthélemy posés sur une crédence marquetée. Vienne, fin octobre. J'eus la chance d'être présenté à un membre de la cour impériale. Invité, je me souviens avoir été ébloui par une collection d'objets rares présentés dans une petite pièce remplie de curiosités qu'ils appelaient Kunstkammer.
Je vis des bijoux, des armes, des jeux d'ivoire, des chopes en vermeil, des objets de la Chine, des ouvrages tournés en ambre, des noix de coco montées, des verres à facettes mélangés à toutes les productions de la nature. Venise, novembre 1853. Dès mon arrivée, je fus impressionné par l'éclat des marbres d'origine byzantine. Des amis imprimeurs italiens recommandés par mon père m'ouvrirent leur boutique et leur maison. Le grand salon à l'étage était orné de dessins soigneusement encadrés de Gian Domenico Tiepolo, comme la mort de la Vierge, avec ses tons bistres rehaussés de craie blanche. Les livres rares y avaient une place d'honneur, comme ce lexique byzantin et grec gravé en rouge et blanc du XVe siècle. Il rappelait les origines crétoises de la famille et de leur protectrice, Anna Notaras, fille d'un dignitaire byzantin réfugié en Italie après la prise de Constantinople. La fin du voyage. C'est en bordure de la mer de Marmara que s'achevait mon grand tour. Aux silhouettes des dômes et des minarets, caractéristiques de la sublime porte, se mêlaient désormais les formes rococo et néoclassiques, plus familières mais non moins superbes, des nouveaux palais bordant le Bosphore. Symbole des récentes réformes d'occidentalisation, le palais Dolmabahçe, future demeure du sultan, trônait fièrement sur la rive. Après des retrouvailles chaleureuses avec mon oncle qui venait de terminer le décor du théâtre du palais, il me montrait une multitude de présents offerts par le sultan. 2 bols de cuivre, d'or et d'argent me rappelaient les fastes de Tamerlan que l'on surnommait le boiteux de fer. Mais les événements du 3 janvier 1854 précipitèrent notre départ. La flotte franco-anglaise était entrée en mer Noire pour stopper la percée russe. Sur un petit bateau à aubes spécialement affrété pour la circonstance, furent chargés à la hâte nos bagages et nos malles d'osier avec les trésors. Une curieuse commode vénitienne, un cabinet moghol, un portrait de janissaire, des jades et des coupes en porcelaine de Chine. Sur le Bosphore, c'était un fourmillement de navires de commerce et de guerre. L'équipage, les matelots, les chauffeurs étaient alignés sur la passerelle à côté du capitaine. Bientôt, nous dépassions la Corne d'Or.